Lorsque l'on pense à la bourse, des images du film Wall Street nous viennent à l'esprit. Nous sommes loin du plancher des vaches, mais pas tant. Nos prochains conférenciers viendront nous démontrer comment les agriculteurs peuvent sécuriser leurs marges. Pour la prochaine conférence, nous vous invitons à utiliser l'application Mentimentor pour poser vos questions. Nous vous rappelons que les instructions pour utiliser l'application sont inscrites sur le programme de la journée qui se trouve dans votre sac du participant. M. Régent Prince est titulaire d'un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval. Actuellement, il occupe le poste de directeur régional adjoint par intérim au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie, secteur S. Auparavant, il a occupé les postes de conseiller en économie et gestion. Il a aussi apporté sa contribution à la direction régionale du Centre du Québec comme conseiller en développement régional, diversification et commercialisation, à l'ITA Campus de Saint-Hyacinthe comme enseignant au service de la formation continue et dans le programme Gestion-exploitation d'entreprises agricoles. M. Prince a aussi occupé des fonctions de directeur général et de conseiller technique dans le réseau coopératif agricole. Ses champs d'expertise sont l'économie, la gestion d'entreprises agricoles et la mise en marché des produits agricoles. M. Charles Vincent travaille avec son frère David dans divers projets. Il cultive 3000 acres de terre en maïs, soya et blé. Il possède une meunerie, un centre de grains, un centre d'entreposage et de transbordement totalisant une capacité de 10 000 tonnes. Dans le port, il possède une maternité de 200 truies naisseurs-finisseurs, comprenant 1700 places en engraissement. Ils ont construit l'hiver dernier une nouvelle maternité de 1500 truies en estrie, dont les porcelets y ont été sevrés en début septembre 2016. Leur objectif, finir tous les porcelets qui en sortiront. Présentement, ils disposent de 10 800 places porcs en tout plein tout vide, dont ils achètent les porcelets et la moulée pour les élever jusqu'à l'abattoir. Charles Vincent s'occupe de la gestion des rotations des lots de porc dans ses bâtiments, gère les achats d'intrants d'aliments comme le maïs, le tourteau et le blé, ainsi que les ventes de porc. Bref, sa vision à long terme est de devenir une entreprise autonome dans ses activités. J'invite maintenant messieurs Charles Vincent et Régent Prince à venir me rejoindre sur la scène. Hey, bonjour tout le monde. Merci Gaétan pour la belle présentation. Charles, je suis vraiment heureux que tu sois avec moi aujourd'hui. Bien, moi aussi, Régent, je suis bien content. Puis ça va bien aller. Écoute, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'yeux, mais comme on dit, imaginez tout nu tout le monde. C'est beau, hein? J'ai besoin de ma télécommande, elle est là. Sécuriser ces marges, est-ce de la spéculation? Grande question. On va tenter d'y répondre aujourd'hui. J'ai bien l'impression qu'en fin de la conférence, on va avoir réussi à amener beaucoup d'éléments de réponse. Le mot bourse provoque souvent un malaise. On entend fréquemment dire qu'un producteur fait de la spéculation boursière, ou pire, qu'il joue à la bourse. Pourtant, le marché à terme peut être un outil intéressant dans le cadre de stratégies de commercialisation des denrées agricoles. Vous avez à l'écran les différentes productions avec lesquelles on peut travailler avec les marchés à terme à la Bourse à Chicago. On voit le secteur des grains en haut, le secteur des productions animales où on retrouve la production de veau d'embouche, bouvillon d'engraissement et aussi le secteur de la production porcine dans lequel œuvre surtout la ferme Ligean. La bourse des commodités, cette fameuse bourse-là qui fait tant peur au monde. Cette bourse-là, il faut dire que dans notre paysage, dans le paysage du monde entier, surtout nous au Québec, depuis 1848, cette bourse-là, on peut dire que c'est un encan des matières premières, dont les principales productions qu'on vous a parlé tantôt au niveau agricole. On retrouve aussi d'autres types de productions, comme entre autres, l'énergie des matières premières, comme l'énergie, les métaux, et aussi, d'ailleurs, on va vous parler, après la conférence, on va vous parler de taux de change, de protection de taux de change avec M. Sanche. Donc, c'est une commodité quand même qui est là au niveau des marchés à terme.
Juste pour vous dire, la bourse de Chicago, c'est 3 milliards de transactions par année. On a, Charles et moi, voulu commencer avec nos pages de mythes, catégorie mythes et réalité. Mauvaise perception des utilisateurs des marchés à terme, on le mentionnait dans l'entrée de jeu. Il y a une mauvaise perception, surtout des producteurs agricoles. Pourquoi qu'il y a une mauvaise perception? Est-ce que parce qu'on se souvient du fameux crash boursier à la bourse de New York le 29 octobre 1929, ce fameux crash boursier-là, qui nous a entraînés dans la grande crise économique des années 30. Bon, je suis peut-être un peu trop jeune, mais si on fait référence, vu qu'on parle de Robert et Raymond, et puis ce matin, eux autres, on s'en souvient probablement. Pauvres eux autres, c'est peut-être de ceux que la journée. Mythe et réalité aussi, histoire d'horreur. Tout le monde, on a en tête un producteur qu'on va appeler Joe. Hein? Joe dans le 3e manche. Ce fameux Joe-là, un jour, a décidé, il y a bien des années, de faire de l'argent puis de jouer avec la bourse. Son objectif, c'était de battre la bourse puis de s'enrichir. Ben, le fameux Joe, même s'il connaît l'agriculture, il connaît ses denrées agricoles, malheureusement, notre fameux Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Cette valeur, il a mangé sa terre. On a tout entendu parler de ça, puis ça nous donne des frissons dans le dos. Dans la catégorie des réalités, c'est que c'est facile de tomber dans la spéculation. Lorsqu'on a ces outils-là entre les mains, c'est facile parce que regardez ici, vous avez entre autres le contrat à terme en 2008 du maïs. Regardez la belle remontée. Ça, c'est pour les vendeurs de maïs, hein, Charles? Tu as quand même une partie d'entreprise où tu vends. On s'en rappelle encore. On s'en rappelle encore. Et la descente, que j'appelle la descente aux enfers, pour les vendeurs, mais c'est l'euphorie pour les acheteurs. Ça, c'est en 2008. Regardez. Même chose, ici, nous sommes dans le veau d'embauche en 2015. Pas si loin que ça, hein? Regardez encore une fois les zigzags, les augmentations et diminutions des marchés. Même chose au niveau de la fève soya, on est en 2014, le tourteau de soya l'été passé, et finalement, le porc, Charles, reste debout. Regardez ce qui s'est passé. Encore une fois. Ça, on appelle ça la volatilité. Et cette fameuse volatilité-là, bien, sur les marchés à terme, les spéculateurs, ils adorent ça. Puis on va voir tantôt, on va définir le terme spéculateur, puis on va vous faire travailler avec Mentimeter là-dessus tantôt. Fait que cette fameuse volatilité-là sur les marchés, il y a des producteurs parfois qui sont tentés à essayer d'en profiter et de tenter de jouer à la bourse et faire de l'argent. Dans la catégorie aussi, Charles, des réalités, c'est les formations. Tu en as suivi plusieurs formations, toi aussi, hein? Oui, d'ailleurs, je tiens à te rappeler que tu as été mon premier formateur dans la mise en marché des grains, me voilà à côté de moi, donc ça m'a très bien servi. Merci, Charles, tu n'avais pas dit de le mentionner. C'est 10 hein, c'est ça? Mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de formations. Juste pour vous illustrer ça, de 2007 à 2016, regardez, il y a autour, tout près de 2000 participants, producteurs, productrices, intervenants du milieu agricole qui ont suivi les diverses formations à l'ITA. Sans compter des formations qui sont données par d'autres institutions, d'autres groupes comme GrainWiz, par exemple, Jean-Philippe Boucher, Frédéric Hamel, Stéphane Domato. Mais, un coup, les formations terminées, la réalité frappe. Par la suite, très peu de support aux producteurs. On forme des producteurs, on forme des intervenants, et après, ils se ramassent assis à la table de la cuisine ou dans leur bureau avec le cahier de formation, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, ou ils essaient de faire des choses, puis malheureusement, dans bien des cas, ça se résulte par étant des situations ou des cas plus en lien avec la spéculation. Dans la catégorie réalité, il y a aussi changé le discours. On s'est aperçu justement qu'il fallait travailler autrement. Il fallait travailler autrement avec ces outils-là et d'amener le concept qu'on appelle l'autogestion des risques, que le producteur peut faire lui-même. Donc, pour en arriver, on parlait tantôt, sécuriser des marges. Donc, premier élément de notre titre. L'autogestion des risques, bien, dans ce cas-ci, dans le cadre de stratégies de commercialisation à la ferme. Maintenant, j'ai été 12 ans comme enseignant, professeur à l'ITA. Là, c'est mon petit côté enseignement qui sort. Vous savez, on m'a appris, à l'époque, quand j'ai commencé, tu fais un bout comme formateur, formation, tu reviens en arrière, tu valides si le monde a bien compris, puis tu avances.
Alors, c'est ce qu'on va faire, ce que je vous propose. C'est la première question avec Mentimeter. Alors, je vais vous demander de répondre par oui ou non. Selon vous, un producteur doit-il viser à maximiser ses profits en utilisant les MT, les marchés à terme? Ça résume le premier bout de ma conférence. Alors, votez. Oh, tabarnouche. Ça va vite. Ah, il y a un petit peu de non qui monte, c'est pas pire, c'est encourageant. C'est intéressant de voir les résultats. C'est intéressant de voir ça, hein? OK, c'est bon. OK, est-ce qu'on peut arrêter là? Super. Donc, bien, la réponse, je vais la laisser à Charles. Charles, qu'est-ce que tu penses de ça? Selon toi, un producteur doit-il viser à maximiser ses profits en utilisant les marchés à terme? Bien, la réponse à cette question-là, c'est plutôt non. En réalité, les producteurs agricoles qui utilisent les marchés à terme doivent utiliser la bourse dans le but de se protéger une marge bénéficiaire, une marge de profit avec l'aide des marchés à terme. Mais là, il faut dire que c'était la première question. Il faut que le monde se réchauffe un peu. Fait que vous allez voir, vous allez devenir meilleur tantôt. Mais toi, Charles, là, Gaétan nous a fait une belle présentation de ton entreprise, mais c'est important pour toi là, aussi la protection de marge, l'autogestion des risques. Juste un petit résumé de l'entreprise. Bien, comme on disait au début, étant donné que, bon, on a 10 000 places-ports en engraissement, on a plus de 10 000 avec une 200 truies naisseurs-finisseurs. On a construit une nouvelle maternité de 1550 truies dont on a fait l'inauguration en avril dernier. Et puis, ben, l'autogestion des risques devient à ce moment-là un incontournable, justement dans le but d'avoir une stabilité dans nos revenus et plutôt aussi dans la situation financière de l'entreprise. Charles, on y va tout de suite avec la deuxième question. Là, on a parlé de spéculateurs. On amène un autre concept qui s'appelle le contrepartiste. OK? Alors, vos définitions dans la tête, là, on ne l'a pas défini encore, on va le voir tantôt. Selon vous, la petite mise en situation, selon vous, considérez-vous que Charles joue à la bourse lorsqu'il vend du porc ou achète du tourteau de soya sur le marché à terme à Chicago? Dans vos définitions, est-ce que vous le considérez comme étant un spéculateur ou un contrepartiste? Alors, votez. Oh, ça va bien? Ah, je savais qu'on était pour se reprendre à la deuxième question. Attendez à la troisième, vous autres. Ah, mais c'est bon, ça donne une belle tendance. Bien, c'est bien. Super, c'est super bon. Mais Charles, on va définir c'est quoi un spéculateur, hein? Un vrai spéculateur qu'on peut retrouver à la Bourse de Chicago, ou même un producteur qui a un petit côté spéculateur dans son entreprise agricole. En temps, on a défini une image, on est allé chercher une image, fait que nous autres, dans le fond, le spéculateur, pour nous, dans notre tête, il ressemble à ça. Surtout avec le gros cigare. Hein, ça, c'est celui qui réussit à faire de l'argent. Celui qui n'en fait pas, celui qui est malchanceux, on ne l'a pas mis. Là. Mettons, c'est pas évident. En termes de définition, on dit que un spéculateur est prêt à accepter les risques de perdre ou de réaliser des profits. Puis là, j'ai posé la question, Charles, toi, là, si tu avais à te définir, mettons, tu sortirais ton petit côté spéculateur, là, dans ton entreprise, c'est quoi que tu ferais, par exemple? Bon, d'abord et avant tout, si je me mettrais en position de spéculateur, c'est que j'essaierais de faire de l'argent avec la variation, peu importe le type de commodité que je travaille sur les marchés à terme. À ce moment-là, la première des choses, entre autres, je me mettrais à vendre plus de parts que prévu durant une période donnée. C'est-à-dire, exemple, si durant un mois de livraison, je prévois livrer 1000 parts, mais que j'en vends sur les marchés à terme 1500, là, à ce moment-là, je me ramasse dans une situation de spéculateur pour 1500 cochons, parce que physiquement, je n'aurais pas à les transiger. Je vendrais des parts sans nécessairement sécuriser ma disponibilité des porcelets. On sait que les porcelets rentrent 25 kilos qui vont sortir à partir du 3e, 4e mois environ. Si je me mettrais à vendre déjà pour, exemple, juin 2018, sans nécessairement avoir la certitude que mes porcelets vont rentrer ou que mes parts vont sortir pour cette période-là, à ce moment-là, je pourrais tomber dans une situation de spéculation. Puis, dernière chose,
Moi, si on se limite ça à la production porcine, je suis vendeur de porc. On vend du porc à l'abattoir. À ce moment-là, si je me mettrais à acheter des contrats à terme à la Bourse de Chicago, donc si je me mettrais à acheter des contrats de porc, je ferais totalement l'inverse de ce que je ferais. À ce moment-là, j'embarquerais dans une situation de spéculation. Donc, essentiellement, tu es vendeur de porc. Quand tu travailles avec des marchés à terme, tu vends des contrats. Donc ici, un acheteur de contrat à terme serait par exemple l'abattoir qui veut protéger son approvisionnement. Donc, eux autres, ils achètent sa position, donc rentrent sur le marché comme étant un acheteur. Donc, on voit qu'il y a des exemples vraiment type dans des entreprises agricoles, on peut voir de quelle façon ça peut être utilisé en spéculation. La contrepartise, bien, l'image qu'on a trouvée, nous, c'est ça. C'est notre petit bonhomme avec son chapeau de sécurité sur la tête. Donc, vous voyez, premier point, c'est souhaite réduire ou éliminer les risques. Protéger une marge nette de production. C'est ce qui caractérise notre fameux contrepartiste. Son petit bonhomme, souvenez-vous, chapeau de sécurité. Alors, Charles, des exemples, quand tu mets ton chapeau de contrepartiste, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Il faut comprendre un peu le terme, qu'est-ce que veut dire le contrepartiste. Contrepartiste, c'est je vais faire la contrepartie de ce que je vais faire physiquement. Ça veut dire si je vends des parts, donc je vais faire cette contrepartie-là à la Bourse de Chicago. Premièrement, comme exemple, le but de ça, c'est je vais viser à sécuriser une marge nette, je vais calculer mon coût de production en temps réel, puis je vais me fixer des objectifs pour être rationnel dans mes objectifs de vente. Donc, je connais mon environnement d'affaires, mais je connais aussi l'environnement de mon entreprise, je connais mes bâtiments, puis je m'aide à partir de ça pour me fixer des objectifs. Vraiment intéressant, Charles. Premièrement, comme tu mentionnes, je veux ramener là-dessus, tu as toujours un physique dans les mains. Quand tu fais une prendre position, c'est en lien avec un physique à quelque part. L'autre point important, coût de production. La base, c'est ça, ça prend ça. Et finalement aussi, les objectifs. Donc, Charles, tu te considères, toi, en fonction de la mise en situation qu'on avait tantôt, spéculateur ou contrepartiste? Bien entendu, je suis un contrepartiste. Et voilà, puis la majorité du monde, vous l'avez eu. Félicitations. Mais là, Charles, je pose une question. Avec le type d'entreprise que vous avez chez vous, tout ça, vous avez bien des points à travailler pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Pourquoi investir du temps dans l'autogestion des risques? Bien, d'abord, c'est que, d'abord et avant tout, on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va arriver. Je sais, par exemple, qu'à la date d'entrée des porcelets, je sais au moment de la livraison environ combien je vais vendre mon porc pour cette période-là. Ce qui ne veut pas dire que rendu à cette période-là, cette valeur-là va se maintenir. Donc, tout peut arriver. On a vu des graphiques tantôt comme quoi que les marchés, c'est très volatile. À ce moment-là, je vais viser à sécuriser une marge de vente justement dans un marché volatile. En connaissant mon coût de production et en sachant à quel prix je vais le vendre, je vais sécuriser mes marges de production. Mais aussi, je vais y aller de façon graduelle, c'est-à-dire que je ne me mettrai pas à essayer de vendre exactement en haut de la courbe du prix du porc pour essayer de viser le coût de circuit. Je vais y aller vraiment de manière progressive, c'est-à-dire en certains pourcentages de mes ventes de certains lots de porc en fonction d'une période donnée. Puis, c'est évidemment, je me fixe des objectifs de vente, bien entendu. Donc, le coût de circuit, Charles, on ne le vise pas. Hein? À moins que, par exemple, que tu aies atteint la marge qui était vraiment souhaitée, puis qu'elle arrive, puis tu dis, ben, regarde, si ça se trouve avec ma marge, je suis vraiment à l'aise, c'est une marge positive, on s'entend. Donc, à ce moment-là, quelqu'un pourrait dire, je force pour être capable de dire, je ferme avec ma stratégie de commercialisation et je m'assure un prix de vente. Fantastique à ce niveau-là. Mais le court-circuit, là, pas grand monde qui est capable de l'avoir. Excepté Joe, la fin de semaine, dans son garage, les deux pieds sur la bavette du poêle, hein, Patrice, puis là, il se vante à tout le monde qui a réussi à avoir le meilleur prix de l'année sur sa vente de grains. L'autre point, Charles? Évidemment, bien, le fait de sécuriser ses marges, peu importe ce qui va arriver dans la volatilité des marchés, moi je travaille dans le porc, ça va me permettre de dormir ses deux oreilles parce que peu importe ce qui arrive, j'ai déjà une partie qui est vendue. Donc, si le marché plante, je sais que j'ai une partie qui est protégée. Puis, si le marché monte, bon, moi, je n'aurai pas tout vendu, puis je vais avoir accès à cette hausse-là. Par contre, il faut toujours faire attention à ce qui se dit sur les Internet, comme mon beau-frère aime bien dire, parce que il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de rumeurs qui peuvent sortir, puis souvent, ces nouvelles-là, ces rumeurs-là, sont déjà incorporées dans les prix des marchés à terme. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où la nouvelle vient presque à nous dans les grands quotidiens, elle est déjà inclue dans le prix. Le marché l'a déjà digéré.
Et là, Charles, ça te prend des outils de travail, par exemple. Là. Tu ne fais pas ça à froid comme ça le matin en te levant en disant « je décide de fermer ». Là. Quels sont tes outils de travail? Bien entendu, c'est sûr, il y a moi, j'ai toute une procédure que je vais pouvoir expliquer. D'abord, à tous les lundis à 13h, je participe à une conférence web qui est pilotée par Frédéric Hamel, dont le but, c'est de donner un portrait réel à jour de la production porcine, mais aussi des autres commodités, notamment le maïs, le tourteau, la fève soya, le blé, le dollar canadien, le pétrole. Tout ça pour avoir une vue d'ensemble pour savoir où est-ce qu'on est rendu dans le marché, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les grandes nouvelles, à quoi qu'on pourrait peut-être s'attendre. Puis ici, ce qui est intéressant aussi, c'est cette conférence web-là, c'est 30 à 45 minutes, hein? Oui, c'est ça, une demi-heure. En une demi-heure. On sait que vous avez l'ouvrage. Puis, il y a la lettre financière des marchés agricoles. Il y a Provimi qui envoie un courriel pour savoir c'est quoi le portrait des marges pour une année à venir dans le port. Il y a Régent Leblanc et Raphaël Pouliot qui publient une lettre dans Grainwiz qui donne justement un aperçu dans le port. Il y a Éric Fournier aussi qui a un blog puis qui traite du sujet. Il y a l'Écoport que je vais parfois consulter. Mais surtout pour me donner pas une vision, mais pour avoir vraiment une idée peut-être plus précise de savoir à quelle sera la valeur du porc que je vais vendre pour une période donnée. Je vois sur le site du GRM. Il y a le site des éleveurs. Puis il y a d'autres, pour le moment, j'utilise celui-là. Il y a d'autres services qui sont disponibles par d'autres institutions. J'ai en tête, il y a R.J. O'Brien qui offre des services à ce niveau-là. Il y a aussi la Banque nationale qui offre des services de swap, qui peut être un produit très intéressant pour certains producteurs. Mais on n'est pas encore rendu à là. On est en train de se structurer, puis on veut finir de se structurer en tant qu'entreprise pour voir avant d'aller plus loin. Donc ici, je voudrais juste prendre quelques minutes pour vous parler du contrat à terme. Donc, vous voyez, à gauche, vous avez le LINOG Future Quote. Et ça se trouve être le contrat à terme de la bourse à Chicago dans le port. Alors, ce contrat à terme-là, ce qui est intéressant, c'est que, je disais tantôt, il y a beaucoup de spéculateurs qui sont là. Et quand tu veux vendre un contrat de port, il y a des spéculateurs qui sont là pour le prendre. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle, entre guillemets, ce n'est pas la vraie contrepartie, mais il y a une autre personne, un autre intervenant qui est là. Et ce contrat-là, c'est un contrat qui est de 40 000 livres carcasse, qui représente aux alentours de 180 porcs. Donc, c'est quand même intéressant, mais c'est quand même un volume important, tout dépendant du type d'entreprise que tu as. L'autre côté, vous avez aussi la possibilité, les producteurs ont la possibilité de protéger leur dollar. On s'entend, le contrat de port, c'est en dollars US à la Bourse de Chicago. Alors, si on veut le ramener en dollars canadiens pour nous travailler ici au Québec, il faut protéger notre dollar. Donc, dans ce cas-ci, on a un contrat à terme à la Bourse à Chicago. C'est un contrat à terme de 100 000 US. Et il y a des entreprises, des institutions qui offrent des contrats de change. D'ailleurs, je reviens là-dessus. À la fin de la conférence, on va avoir une capsule de M. Chance qui va nous parler justement des contrats de taux de change, des contrats de change au niveau d'une institution financière. Tout ça, bien, ça nous ramène au CLD du Service de gestion des risques du marché des éleveurs de porc, où eux, depuis plusieurs années, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le contrat à terme du porc et le dollar canadien, puis ils ramènent ça dans le service en disant vous allez pouvoir prendre un contrat à livraison différée, et ça, vous allez le prendre en dollars canadiens, donc un nombre de parts X qu'on va transiger via le CLD des éleveurs de porc, et à ce moment-là, ça permet de fermer le LINOG, le contrat de part, ainsi que le dollar canadien. Ceci étant dit, l'avantage de ça, c'est qu'on peut fermer un contrat avec les éleveurs de porc aussi bas que 25 parts. Il y a différentes réglementations, normes à suivre, mais vous voyez, c'est un outil qui est fort intéressant. Puis ceux qui connaissent un peu le domaine, ce qui est intéressant, c'est que tout le volet appel de marge, ceux qui connaissent, on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, mais à ce moment-là, cet appel de marge-là, les producteurs ne sont pas obligés justement de l'avancer à chaque jour là, s'il y a lieu. Donc, c'est un outil fort intéressant. Puis toi, Charles, tu travailles beaucoup avec cet outil-là. Oui, je dirais pour le moment, je travaille exclusivement avec ça parce que ça me donne une certaine liberté d'esprit.
Durant les périodes critiques, notamment les semences ou les récoltes, j'ai pas le souci de recevoir un appel pour envoyer des appels de marge à effectuer, justement dans des périodes où on a besoin de beaucoup de liquidité. Donc, on permet d'avoir l'esprit un peu plus tranquille. Super, parfait. Et toi aussi, tu travailles avec des contrats livraison différés, entre autres le maïs et le tourteau. Oui, parce qu'on fait affaire, entre autres, avec Agrimarché. On l'a dit que j'achète aussi de la moulée. On achète notre moulée, mais avec eux autres, on peut effectuer des contrats d'achat de parts pour nos animaux. À ce moment-là, bien, pour m'avoir aussi une idée aussi du marché, je vais aussi sur le site de la producteur de grains du Québec, juste pour savoir environ, si je veux juste avoir une idée, là, combien je devrais débourser pour mon maïs, par exemple, pour une certaine période. Juste pour avoir une idée, pour avoir une certaine image. Puis, bien, c'est ça. Mais Charles, c'est beaucoup d'outils, là. Tu sais, dans le fond, il faut prendre le temps quand même de documenter. Ça demande un minimum de travail quand même de façon hebdomadaire. Mais la beauté, c'est ton outil de simulation. Puis je fais un lien, entre autres, avec ce que Gabriel présentait. Tu sais. Puis l'année passée, ceux qui étaient dans la salle, vous vous souvenez, il y avait Rémi Ouellette d'une ferme de la Nodière qui était venu nous parler, on trouve, d'un outil Excel avec lequel il travaillait pour calculer son coût de production. Bien, Charles, puis comme Gabriel aussi, il a parlé tantôt, tu as ta calculatrice, toi aussi, hein? Alors, un outil Excel que tu as développé avec l'aide de ta conseillère en gestion, je pense aussi à l'époque. Oui, je me suis basé un peu sur quelque chose qu'elle a déjà monté pour l'adapter à notre réalité. Alors, présente-nous ça, Charles. En premier lieu, à toutes les fois que j'ai un bâtiment, puis j'ai un lot de porcelet qui rentre, bon, ben, je prends en note la date d'entrée, le poids. Je prends toutes les informations une fois que tout est clair, qui est réglé. Je prends ça, la date, bon, le poids, combien il m'a coûté, combien que j'en ai réellement. Puis ensuite de ça, à partir de la date d'entrée, je suis capable de prévoir environ vers combien de temps, vers quelle période je vais expédier ces cochons-là. Ça, c'est basé sur notre historique de vente. Dans ce cas-là ici, on avait une certaine incertitude quant à l'arrivée prochaine des porcelets pour ce lot-là, notamment à cause de notre nouvelle maternité. Fait que je les avais devancés un peu mes périodes de livraison, mais finalement, rendu le temps des expédiés, ils sont sortis un peu plus tard. Donc, Charles, ça, ta simulation, on est en date du 10 de juin 2016, c'est réel, hein? Il l'a fait en lien avec la conférence. Ensuite, bon, quelque chose qui est très important, c'est ton coût d'alimentation. Moi, si je fonctionne avec 6 phases de moulée, il faut que je prévoie combien de quantité de moulée pour chacune des phases que je vais administrer à ces cochons-là. Il faut que je cherche aussi combien c'est quoi le coût des ingrédients pour chacune de ces phases-là, puis aussi c'est quoi les recettes de chacune de ces phases-là. Évidemment, si quelqu'un fait faire sa moulée, à ce moment-là, tout ce qu'il y aurait à faire, c'est demander à son ou sa nutritionniste juste une liste des différents ingrédients, maïs, tourteau, blé ou autre, s'il y a lieu, des fois de la drèche. Puis à ce moment-là, ben, on est capable de prévoir nos coûts à partir de ça. Au niveau du CLD, parce qu'au moment où 10... Oui, c'est ça. Ensuite de ça, par rapport à mes périodes de livraison, je vais sur le site du SGRM pour savoir c'est quoi ma période d'expédition, ça correspond à laquelle sur le site du SGRM. Donc, en date du 10 juin, c'était la période 10, soit du 11 septembre au 8 octobre. Puis, le prix, à ce moment-là, il était de 189,23 du 100 kg à l'indice de classement. Ce 189,23-là, moi, je me disais probablement, en moyenne, pour ce bâtiment-là, j'ai tout le temps environ 101 kg carcasse. Fait que je me suis dit, je vais prévoir ça. Fait que ce 189-là, ramené à 101 kg carcasse, il devient un peu plus de 191 $. Du 100 kg. Puis, ce qui m'amenait à une... Ton coût de porcelet. Oui, mon coût de porcelet, bien entendu. Il faut que je calcule mon coût de porcelet. On l'a vu tantôt. Puis, je rajoute tout le temps un taux de mortalité. Ce qui veut dire, je prends mon coût net de porcelet, puis je rajoute un 4 %. Je me dis tout le temps, il va peut-être avoir un 4 % de mortalité. On ne sait pas. Juste à titre préventif, pour ne pas avoir comme surprise à la fin du lot. Je l'inclus. Puis, j'inclus aussi, bon, combien ça me coûte
envoyer ça à l'abattoir, combien que ça me coûte en moulé. Là, j'avais prévu que ça me coûtait un peu tout près de 95 $. Puis il y a ton fameux 20 $ de frais fixes et variables. Donc, on voit porcelet, coût d'alimentation, c'est majeur là, pour vous autres. Là, hein? C'est ça. Donc, là-dessus, si vous calculez bien, Charles, on est en date du 10 de juin, c'est son prévisionnel, c'est 1140 parts qu'il prévoit livrer à l'abattoir dans le mois de septembre, net par part, perte de 16,53 $ par part. Bien entendu. Bien Fait que entendu. là, Hey Charles, avant d'aller plus loin, voilà, on pose la question. Vous autres, si vous seriez mis dans la peau de Charles, à la place de Charles, qu'auriez-vous fait? Vous avez ce résultat et là, on perd 16,53 $ par part, on a 1140 parts envoyées à l'abattoir. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, prenez votre téléphone cellulaire, Mentimeter. Première solution, prendre un contrat à livraison différée avec le service de gestion des risques du marché des éleveurs de porc pour 100% du lot de porc. Ça veut dire que je minimise ma perte à moins 16,53 $ par part. Prendre un contrat à livraison différée pour 50% du lot de porc. Attendre une hausse du marché, on ne sait pas, peut-être que le marché va revirer le bord et ça va remonter. Attendre, c'est une décision aussi. On n'est pas obligé de tout le temps prendre une décision. Négocier les prix des intrants pour diminuer le coût de production prévisionnel. On voit l'alimentation. On pourrait peut-être essayer de parler à nos fournisseurs pour voir si on ne pourrait pas avoir de meilleurs prix. Ça pourrait être intéressant. Ou finalement, désespéré, vous quittez la production. Alors, à votre téléphone cellulaire, tout le monde, on vous donne 2 minutes pour voter. Oh, play! Tu vois là, toi? ah, mais c'est intéressant. Wow! C'est bon! Et là, c'est vraiment, là, vous êtes dans la peau à Charles, là. Il devait prendre cette décision-là, là. Super! Alors, mais par contre, Charles, je pourrais dire, quand tu fais? Par contre, tu me dis tout le temps, Charles, moi, Régent, avant de prendre une décision, je reviens là-dessus, je me documente pour m'assurer que je vais prendre une bonne décision, ou du moins que je vais avoir l'information minimale que j'ai besoin pour prendre ma décision. Après ça, si le marché va autrement, bien, au moins, j'aurai fondé ma décision sur quelque chose de crédible que j'ai recherché. Donc, moi, ce que je fais avant, c'est que je regarde c'est quoi le portrait actuel, présent de la situation du marché du porc. Donc, ce qu'on en appelle l'analyse fondamentale. En cette date-là, si on se rapporte, plutôt si on se ramène au 10 juin, on anticipait une augmentation des ventes de porc américains en direction de la Chine. On sait que la Chine a diminué son cheptel de troupeaux porcins. Par contre, moi, quand je regardais les ventes aux exportations à tous les jeudis matins, moi, personnellement, je trouvais que j'étais un peu déçu par rapport aux attentes. D'autre part, il y avait eu un rapport, ce qu'on appelle le cold storage, qui est les inventaires dans les congélateurs américains, qui était relativement élevé. Puis, il y avait une augmentation prévue du nombre de porcs qu'on était pour livrer dans les abattoirs pour la période d'automne, soit la période où je commençais à livrer les porcs de ce lot-là. Mais il y avait quand même un petit drapeau qui me disait « Hey, attends un peu, il y a un rapport Hogan Pigs qui arrive le 30 juin prochain. » Donc, on avait de l'information, mais d'autres informations fondamentales pourraient arriver. Donc, le Hogan Pigs, c'est l'inventaire, entre autres, du cheptel porcin américain. Hein? Exactement. C'est quand même assez important en termes de rapport à venir. Après ça? Ensuite, j'effectue une analyse de la tendance saisonnière. Je fais une analyse, ça rentre dans l'analyse technique. Je me pose la question, c'est quoi le comportement du porc aujourd'hui par rapport, par exemple, à l'année passée ou à les autres années précédentes? Pas parce que qu'est-ce qui s'est passé les années passées vont se répéter, mais c'est juste pour me donner, c'est quoi la tendance actuelle? Si vous regardez en avant de vous autres sur le graphique, on voit que dans la ligne orange, on était dans une certaine phase haussière. Ça, c'est le contrat à terme courant. Ça faisait à tous les jours, le prix du porc a un prix, mais c'est ce prix-là qui est affiché. En orange, c'était en fin de la semaine du 6 juin. En gris c'était par rapport à l'année passée. Puis en noir, c'est la moyenne des 5 dernières années. Alors, ce qu'on remarque, c'est que, grosso modo, juin, juillet, août, on tend à avoir atteint un certain
une certaine phase, un certain sommet, je dirais comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que peut-être que les probabilités d'une hausse prochaine deviennent de moins en moins probables, ce qui ne veut pas dire que le marché va continuer de monter, va cesser de monter. Puis, parallèlement, si on regarde dans le cadré en rouge, mais c'était la période de livraison de mes parts. Là, je me disais, bon, regarde, si on regarde la tendance, c'est qu'on dirait que le marché a tendance à baisser rendu à cette période-là. Oui, du début ou à la fin du rectangle rouge, on voit qu'il monte, mais il faut se mettre à l'esprit aussi qu'il va y avoir une augmentation du nombre de parts qui s'en vient des abattoirs américains. Donc, j'étais un peu sceptique. J'ai fait cette analyse. Ensuite, l'analyse technique. Je regarde la RSI. La RSI, ça me dit, est-ce que le marché est suracheté ou survendu? Fait que là, je regarde ça, puis je voyais que le RSI était élevé. En étant élevé, ça me dit que les possibilités de hausse, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais deviennent de plus en plus limitées. Si vous regardez dans le rectangle en bas, on voit l'indicateur technique qui est le RSI. Toujours dans le rectangle en bas, au fond, à votre extrême droite, on voit qu'il a atteint un sommet. Puis si vous regardez par rapport aux autres sommets, à toutes les fois qu'il atteint ce niveau-là, il baisse, le marché baisse. Donc, c'est un indicateur qui me disait, bon, il y a un potentiel, le potentiel haussier devient de plus en plus faible. Ensuite, je regarde, on a aussi accès à savoir les comportements des commerciaux. Les commerciaux, c'est les producteurs, puis c'est aussi les producteurs comme nous, puis aussi les abattoirs. Est-ce qu'ils sont acheteurs nets ou vendeurs nets? S'ils sont vendeurs nets, ça veut dire que les producteurs vendent. Si la position des commerciaux sont acheteurs nets, ça veut dire qu'on tend à avoir atteint un certain creux. J'ai d'autres indicateurs comme ça, on les passera pas, mais je regarde aussi les supports, résistances, etc. Ça va bien, Charles, merci. Juste en passant, on est dans notre temps, il nous reste 8 minutes 45. Mais juste pour vous mentionner, regardez à votre droite, dans le graphique, les petites barres vertes qui montent. Ça veut dire au moment où Charles a pris sa décision, le marché est en augmentation. On voyait, on est en tendance haussière sur le marché, et le marché stagnait. Alors là, c'était encore une autre contrainte pour lui dans sa décision. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Le marché va-tu continuer à monter ou baissier? Va devenir baissier? Donc, doublement plus important de faire une bonne analyse. Et finalement, Charles, ta décision, c'est quoi? Bien, finalement, avec l'analyse de toutes les informations que j'avais, je me suis dit, je vais vendre 30 de ce lot de part-là pour cette période-là. Je vais me limiter à ça. J'ai été de façon graduelle, ça veut dire que j'ai fait quelques pourcentages. J'ai été à coût de 50, 100 cochons, une cinquantaine, une vingtaine de cochons, juste pour me rendre à 30 de ton lot de part. De ça. Charles, tu me dis toujours, après coup, une fois que tu as pris ta décision, c'est pas terminé, tu fais ta stratégie, il ne faut pas tourner la page, on va ça dans le classeur, et ça finit là. Il faut prendre le temps de valider les résultats. C'est hyper important. Qu'est-ce que tu valides au juste? Bien entendu, comme on disait, c'est très important de connaître son coût de production. Parmi ton coût de production, comment tu vas faire pour justement le déterminer ou l'analyser? Bien, ça te prend tes données zootechniques. Ça, vos représentants techniques peuvent vous aider là-dessus. Ça prend les données technico-économiques. Bon, bien, combien il me coûte le cochon? Combien ça m'a coûté en mouler, en transport, en abattoir, ainsi de suite. Le poids de carcasse, à quel poids j'estime que je vais les vendre et que je les ai vendus. Le gain moyen quotidien, je pensais avoir un GMQ de 850, 900 ou moins. Les quantités réelles d'aliments consommés, puis le pourcentage de mortalité. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces données-là, ou plutôt ces informations-là, je vais les prévoir, puis à la suite de ça, je les valide à la fin du lot pour savoir justement qu'est-ce qui s'est passé réellement. Oui, c'est bon de regarder et de le vendre, de bien vendre son porc, mais il faut aussi savoir comment ça se passe dans tes bâtiments, comment vont tes bâtisses. Tes trémies sont-ils bien ajustés? As-tu assez de bol d'eau dans tes parcs? Tes fentes sont-ils bien ajustées? C'est toutes des choses comme ça qui vont se refléter dans ton coût de production. Fait que le fait de vouloir sécuriser une marge m'amène à devoir et avoir l'obligation de performer dans mes bâtiments, dans nos bâtiments. Charles, au niveau de notre budget, tu avais fait ton budget, on se souvient, moins 16,53 par part. Mais là,
Charles, à la fin du lot, a tout revalidé ses données. Il est arrivé, ça, c'est vraiment son réel. Fait qu'il y a quelques points là-dedans. Si, admettons, on l'a sorti, si Charles n'avait pas pris de protection sur GRM à ce moment-là, qu'est-ce que ça l'aurait donné? Donc, si j'aurais rien fait, là, oui, j'ai envoyé mes cochons un peu plus pesants que prévu. Bon, il y a eu des problèmes un peu. Il y a eu pas des problèmes, mais des parts en attente à l'abattoir. Ceux qui sont en production porcine connaissent tout ça. Ça a coûté, j'ai utilisé plus d'aliments, mais curieusement, ça m'a coûté moins cher. Pourquoi? Parce que le prix des grains avait baissé durant l'été. Si on se rapporte au 10 juin, le maïs valait autour de 2,20, 2,25 livrés, autour de ça. Le tourteau, entre 550 et 600. Mais le prix des grains puis le marché du tourteau avait baissé, puis j'ai pu en bénéficier aussi. Puis, c'est ça. Le prix de vente a baissé. Le prix de vente, si j'aurais rien fait, si j'aurais pas pris de marge, j'aurais été à moins 50 $. Donc, réel, moins 50 et 50. Souvenez-vous, prévisionnel, moins 16 et 53. Avec, mettons, tu avais visé le coût de circuit, hein? Le vrai de coût de circuit, puis tu avais décidé de protéger une perte, qui n'est pas facile à faire, là, moins 16 et 53 à 100 %. Le résultat aurait été de... Si j'aurais vendu 100 % de mes parts, j'aurais dû encaisser une perte de seulement moins 5 et 18 $ par part. Mais souvenez-vous, Charles, son côté contrepartiste, il sort beaucoup. Puis tantôt, quand on parlait du contrepartiste, on disait qu'il ne vise pas le coût de circuit. Donc, pour lui, le 100 %, c'était comme, non, regarde, on ne peut pas penser à ça. Puis surtout, protéger 100 % d'une perte. On y va par strat. Et avec le 30 %, qu'est-ce que ça donne? Bien, c'est sûr... J'aimerais vraiment être le Warren Buffett des marchés à terme de la production porcine, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai suivi mes objectifs, puis j'y ai été vraiment selon ce que je m'étais basé. J'ai suivi mon plan, puis on ne connaissait pas l'avenir. Puis un coup que la tendance baissière était déjà entamée, j'osais pas trop, j'aimais mieux maintenir ce que j'avais déjà d'acquis. Donc, j'ai fini par une perte de moins 35 et 59. Moins 35. Donc, ça veut dire que si, en résumé, regardez, la prévision, on était à moins 16 et 53, sans protection, à vendre, au jour le jour, à la semaine, moins 50 et 50. 100 % le coût de circuit, moins 5 et 18. 30 %, très moins 35 et 59. Alors, Charles a limité quand même sa perte. Ce qui est intéressant là-dedans, comme contrepartiste, il a fermé 30 % de sa production à livrer, son 1140 parts. Si le marché avait continué à monter, c'est intéressant parce qu'il restait 70 % de son part encore à aller chercher à la hausse, tandis que là, son 30 %, il s'est mis comme un plancher. Et pour le lot, juste pour dire, 1140 parts, à 15 $ du port à peu près, bien, c'est 17 000 $ de moins de pertes assumées. Puis on n'a pas parlé d'assurance stabilisation parce que toi, tu me disais que dans tes calculs, tu n'en tiens pas compte, l'assurance stabilisation. Hein? C'est ça. Il faut se rapporter. On était en juin 2010 quand j'ai fait mes placements. Puis qui savait en juin 2010 qu'est-ce qui était pour arriver dans le port. Donc, moi, plutôt que d'inclure peut-être des revenus ou des coûts, peu importe, qu'on n'est pas sûr qu'on va bénéficier ou pas, j'ai préféré, d'un but là, juste de gestion interne, de mettre ça de côté, de ne pas l'inclure dans mes prévisions. Donc, Charles, je veux te... Oh, c'est pas la bonne présentation. Donc, Charles, je veux mentionner que tu n'es pas seul producteur à pratiquer l'autogestion des risques. Il y en a d'autres aussi qui travaillent. Puis il y a des conseillers en gestion qui se sont spécialisés dans l'autogestion des risques. Et ici, je vous présente Suzanne Duquette, qui est productrice agricole dans la Nodière, avec Raphaël Pouliot, qui est conseiller en gestion et en autogestion des risques, en protection de marge dans la Nodière. Vous voyez, Suzanne, c'est une entreprise, je disais tantôt, dans la Nodière, type naisseur-finisseur, 203, 104 places en poupe, 1250 places en engraissement, 48 hectares en grande culture. C'est pas une méga entreprise. Les commentaires, voici 2 commentaires de Suzanne sur la philosophie d'autogestion des risques, protection de marge. En ayant un plan de match établi d'avance et basé sur le calcul de marge, ça simplifie vraiment la prise de décision et ça permet de bien dormir. Prise de décision, bien dormir, tu en as parlé tantôt, Charles. C'est primordial d'avoir des seuils de déclenchement et de renversement clairs basés sur nos besoins, car c'est impossible de prévoir les marchés. Même les experts se trompent. Donc, les seuils de déclenchement, on n'est pas Warren Buffett, que tu parlais tantôt, là, malheureusement.
Jérôme Arsenault et Éric Filion. Éric Fournier. Jérôme Arsenault et Éric Fournier, excusez. Éric, conseiller en gestion, en autogestion des risques, protection de marge. Jérôme Saint-Anselme, type finisseur, 1100 places en engraissement, fabrication de moulets à la ferme. Jérôme, la taille de mon entreprise n'est pas un obstacle à la gestion des marges. Avec la gestion des marges, je suis passé d'une gestion passive à proactive. Finalement, Martin Routier et son conseiller en gestion et protection de marge, Régent Leblanc, du Centre du Québec. Martin, une ferme à Saint-Ézéard, type naisseur-finisseur, 428, 2820 places en poupe, 1150 places en engraissement, 51 hectares en location. Pour le porc, nous avions un plan de commercialisation et nous l'avons suivi. Protéger ses marges, c'est l'avenir. Charles, on est déjà rendu à la conclusion. Mais oui. La fin, ça va vite, hein? Ça passe très rapidement, puis ça va bien. Ça va bien. Alors, je te laisse la conclusion, Charles. Je vais faire ça rapidement. Nous autres, notre but, quand on voulait présenter ça, c'était juste pour un peu démystifier, puis enlever, éliminer, ou plutôt réduire toutes les mythes qui étaient reliés face à l'utilisation des marchés à terme. Ce n'est pas une place pour faire de c'est pas le but de ça, de l'utilisation de ça. Ce n'est pas pour faire de l'argent. Ce n'est pas pour s'enrichir, mais bien d'assurer une stabilité dans des marchés volatiles. Évidemment, je l'ai présenté dans le port, mais c'est aussi valable pour les ventes, par exemple, dans le maïs ou dans le fève soya. Toute la procédure que j'ai faite dans le fort, elle est également valable pour les ventes de fèves et de maïs. Donc, si vous êtes dans d'autres productions, ça vaut aussi pour vous autres. Les mêmes indicateurs techniques, les mêmes ressources sont aussi disponibles. Et puis, moi, je vois comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir du succès. Nous, ce qu'on veut et ce qu'on recherche, c'est sécuriser une marge puis avoir l'esprit tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu'on va toujours avoir, comme je disais, du succès. On veut toujours, bien entendu, essayer de vendre dans le haut de la courbe. Mais l'important, moi, je vois comme ça, je suis les tendances saisonnières, je fais mon analyse technique, je fais mon analyse fondamentale, puis à la suite de ça, je prends mes décisions et puis je les assume, peu importe ce qui arrive. Puis on est heureux et on est moins stressé à la fin de l'année. Merci, Charles. Puis merci beaucoup. Merci. Merci, Régent. Puis merci beaucoup à vous. Puis merci aux organisateurs du CRAC.